Merci si vous nous rejoignez sur France Info à la une de l'actualité. On en parlait à l'instant, ce déplacement de Volodymyr Zelensky qui est arrivé à Paris en début de soirée. C'est Emmanuel Macron qui le reçoit en ce moment même à l'Élysée. Les deux hommes se sont retrouvés il y a quelques minutes maintenant. Majid, vous êtes justement avec nous depuis l'Élysée. C'est vous qui suivez cette rencontre. Expliquez-nous un petit peu quel va être le programme là dans les minutes à venir. Eh bien, en ce moment même, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Emmanuel Macron, le président français, sont en train d'échanger. C'est un échange bilatéral, nous dit-on, avant la signature de l'accord bilatéral de sécurité. Il doit être signé aux alentours de 19h30. Puis il y aura la conférence de presse avec Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Et enfin, un dîner de travail entre les deux hommes, cette fois sans la presse, vous l'imaginez. En ce qui concerne cet accord bilatéral de sécurité, on n'a pas d'éléments extrêmement précis, mais ce qu'on peut vous dire, c'est l'Élysée qui nous communique ces informations. L'objectif de cet accord bilatéral, c'est, je cite, renforcer structurellement et sur le long terme les capacités de l'Ukraine sur tous les plans. Militaires, certes, il y aura de nouvelles livraisons d'armes, sans nul doute de la part de la France, mais aussi en ce qui concerne le volet politique, économique, également le volet de la reconstruction, qui est un volet extrêmement important en Ukraine, dans certaines villes, dans la région de Kiev ou encore dans la région de Kharkiv. Il y a de la reconstruction, notamment en ce qui concerne des infrastructures publics qui ont été visés par des missiles russes notamment. Volodymyr Zelensky est en ce moment même avec Emmanuel Macron. C'est sa troisième visite ici en France depuis le déclenchement de la guerre en février 2022. On nous explique aussi que dans cet accord, il y aura un engagement en cas, je cite, de nouvelles agressions russes contre l'Ukraine. La France s'engage à lui fournir une assistance rapide, notamment en matière de sécurité, d'équipement militaire et d'assistance économique. Ça, c'est pour l'accord bilatéral de sécurité qui va être signé aujourd'hui. Tout ce qui se trouve dans cet accord a été négocié en amont, nous dit-on, par des émissaires de Volodymyr Zelensky, des émissaires d'Emmanuel Macron, le président français. Ça a commencé à l'automne 2023 pour aboutir à la signature de cet accord aujourd'hui en février 2024. Rappelons également que Volodymyr Zelensky a signé un accord quasiment similaire avec l'Allemagne et les Allemands en fin de matinée tout à l'heure. Il était à Berlin aux côtés d'Olaf Scholz pour signer cet accord. En ce qui concerne l'accord avec les Britanniques, il avait été signé en janvier dernier. C'est donc une multitude d'accords bilatéraux entre des pays européens et l'Ukraine, parce que l'Ukraine est en difficulté sur le terrain. Rappelons par exemple le cas d'Avdiivka, où les Russes avancent, notamment dans cette ville qui se trouve à l'est de l'Ukraine, où les Ukrainiens tentent de rester sur le terrain mobilisés. Volodymyr Zelensky est en ce moment même avec Emmanuel Macron, le président français. Et puis au cours de cette conférence de presse, on vous le disait tout à l'heure, il y a 180 journalistes qui sont accrédités pour cette conférence de presse. Sans nul doute que des questions vont être posées au sujet de l'opposant russe Alexeï Navalny. J'ai échangé avec des journalistes, notamment tchèques, qui me disaient qu'ils souhaitaient poser une question en ce qui concerne Alexeï Navalny pour avoir une réaction orale d'Emmanuel Macron, puisque pour l'instant l'Élysée, Emmanuel Macron, président français, a seulement réagi sur Twitter à la mort d'Alexeï Navalny. Il devrait aborder le sujet lors de cette conférence de presse à 19h35. Effectivement, et on imagine aussi, Majid, que les deux hommes vont évoquer, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky vont évoquer la mort d'Alexeï Navalny. On l'a appris cet après-midi. L'opposant numéro 1 de Vladimir Poutine est décédé à l'âge de 47 ans dans sa prison en Russie. Il y purgeait une peine de 19 ans. Il y a eu une multitude de réactions à l'international sur sa mort, avec celle de Joe Biden, notamment le président américain. On l'écoute. Il a fermement combattu la corruption, la violence et toutes les mauvaises choses en Russie. En réponse, Poutine l'a empoisonné, l'a arrêté, et même en prison, il était une voix puissante pour la vérité, et c'est assez exceptionnel. Hugues, on l'imagine, les deux hommes vont forcément parler de cette actualité qui tombe là, ce jour où Volodymyr Zelensky est arrivé à Paris.
Oui, et puis c'est assez symbolique d'une certaine manière, hein, cette coïncidence troublante ou en tout cas dramatique, hein, parce que voilà, le sort d'un homme, d'un seul homme, eh bien, c'est soit une mort lente, soit une mort rapide quand on veut s'opposer, quand on entend s'opposer à Vladimir Poutine. Et puis, le sort d'une nation qui entend prendre son indépendance et se détacher de la Russie, eh bien, c'est une guerre à outrance avec son lot de morts, ses pertes civiles, puisque Moscou fait peu de cas des civils. Hein. On l'a vu depuis 2 ans avec tous ces immeubles qui sont frappés. Donc oui, c'est évidemment que les deux hommes vont sans doute évoquer le sort de cet homme courageux qu'était Alexei Navalny. Une voix puissante pour la vérité, c'est ce qu'a dit Joe Biden. Guillaume Lagan, peut-être une petite réaction aussi concernant la mort d'Alexei Navalny. Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous l'avez appris ? Franchement, j'ai été surpris parce que c'est quand même un opposant qui avait, comme vous dites, une espèce de stature. Et le fait qu'il soit revenu en Russie, vous savez quand même qu'il avait été hospitalisé en Occident, donc le fait qu'il soit revenu en Russie, il prenait un risque qu'il pensait, je pense, calculé. Et finalement, ça, avec le recul... Poutine n'a pas eu pitié de lui. Il a été éliminé comme d'autres opposants l'ont été dans le passé, comme Prigojine l'a été il y a quelques mois. Pour moi, il y a 2 interprétations possibles à cette mort. La première, c'est que peut-être le pouvoir de Poutine n'est pas si fort que cela. On a vu qu'il y a quelques jours, il a décidé de ne pas accepter la candidature d'opposants à la guerre en Ukraine à l'élection présidentielle, alors qu'on pensait au départ qu'il accepterait une espèce de fausse concurrence pour donner l'impression d'un simulacre de démocratie. Donc c'est peut-être un signal de faiblesse, mais en même temps, on peut aussi considérer que c'est une espèce de fuite en avant, c'est-à-dire qu'il considère que même la protection internationale qui s'étendait sur Navalny ne suffit pas à l'empêcher de mourir. Et je crois que le fait, vous l'avez dit, hein, le fait que cette mort intervienne le jour où l'Allemagne et la France signent des accords de sécurité, c'est quand même un message extrêmement fort vis-à-vis de ses dirigeants. Effectivement, et puisque l'on parle de messages forts, je voulais vous montrer aussi cette image. C'est la dernière apparition publique d'Alexei Navalny. C'était hier, lors de sa dernière comparution en visioconférence depuis sa prison. Alexei Navalny qui apparaît, vous le voyez, par liaison vidéo, relativement en bonne santé. On a l'impression, en tout cas, on a donc appris cet après-midi que le principal opposant à Vladimir Poutine est décédé aujourd'hui en prison. Selon les autorités russes, il était, je le disais, l'ennemi numéro 1 du Kremlin. Il se serait senti mal après une promenade et aurait perdu connaissance. C'est ce qu'ont communiqué les autorités pénitentiaires. Il avait 47 ans et il purgeait une peine de 19 ans. Les explications tout de suite de Diane Schlinger et puis on en parle ensemble après. Hier encore, il comparaissait en visio devant le tribunal et dénonçait l'enregistrement de ses conversations avec ses avocats. Hier encore, il était débouté par la justice russe. Jusqu'au bout, Alexei Navalny s'est battu pour sa liberté et pour la démocratie. Le principal opposant de Vladimir Poutine est mort aujourd'hui, à l'âge de 47 ans, dans cette prison reculée de l'Arctique, réputée particulièrement difficile. Il y purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. Ce sont les services pénitentiaires qui annoncent sa mort. Il s'est senti mal après une promenade. Les causes de la mort sont en train d'être étudiées. Alexei Navalny a fait de la lutte contre la corruption en Russie le combat de sa vie. Accuse le parti de Poutine de voleurs et d'escrocs. Organise des manifestations contre le pouvoir, se porte candidat à la présidentielle de 2018. En 2020, il est victime d'une tentative d'assassinat par empoisonnement, se fait soigner en Allemagne, mais décide de revenir en Russie pour mener son combat politique. Il est immédiatement arrêté et condamné, considéré comme un terroriste. L'équipe de Navalny n'avait pas été informée de sa mort avant le communiqué. Son avocat est en route pour la prison. Selon le Quai d'Orsay, Alexei Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression. Voilà, et après cette annonce, Emmanuel Macron a évidemment réagi à la mort d'Alexei Navalny. Majid Kiyat, vous êtes dans la cour de l'Élysée, toujours pour nous. Qu'a dit Emmanuel Macron suite à cette annonce ? Alors le président de la République a réagi sur X. Je vais vous lire sa réaction. Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag et on les y condamne à la mort. Colère et indignation. Je salue la mémoire d'Alexei Navalny, son engagement, son courage, pensée pour sa famille, ses proches et pour le peuple russe. C'est la réaction d'Emmanuel Macron sur X à la mort de l'opposant russe Alexei Navalny aux alentours de 15h30. Un peu plus tôt dans la journée, en début d'après-midi, c'est Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires
Affaires étrangères qui a réagi à la mort d'Alexeï Navalny. Je le cite, Alexeï Navalny a payé de sa vie sa résistance à un système d'oppression. Sa mort en colonie pénitentiaire nous rappelle la réalité du régime de Vladimir Poutine. À sa famille, ses proches et au peuple russe, la France présente ses condoléances. Voilà la réaction du ministre des Affaires étrangères français Stéphane Séjourné. Mais sans nul doute qu'au cours de cette conférence de presse qui doit débuter à 19h35 ici au palais de l'Elysée, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et Emmanuel Macron, le président français, devraient réagir publiquement ici à l'Elysée à la mort d'Alexeï Navalny. Effectivement, il y a eu énormément de réactions, outre Emmanuel Macron qui accuse directement le Kremlin, et ses accusations occidentales sur la mort de Navalny jeudi sont absolument inacceptables, je cite. C'est ce qu'affirme le Kremlin. Le Kremlin, d'ailleurs, Guillaume Lagan, qui a interdit toute manifestation en soutien à Alexeï Navalny. Ça en dit long quand même. Ça en dit long peut-être sur effectivement la fragilité que le Kremlin peut-être ressent vis-à-vis de la population russe. Mais moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une forme de confiance, au contraire. C'est-à-dire que là, finalement, la mort de Navalny, ça s'inscrit dans une série de bonnes nouvelles pour la Russie. Le fait en particulier que sur le front ukrainien, Advitka soit sur le point de tomber, le fait que sur d'autres points du front, l'armée russe est en progression, ça donne certainement à Vladimir Poutine l'impression qu'il est en position de force, et donc les dernières limites, si vous voulez, à son pouvoir peuvent être éliminées sans finalement difficulté. Et c'est vrai qu'on ne peut quand même qu'être frappé par cette avalanche de discussions, enfin de déclarations occidentales, indignées, stupeur, etc. Bon, ça, c'est bien joli, mais si vous voulez, dans le monde de la réelle politique, dans le monde des rapports de force auxquels Vladimir Poutine est habitué, ces déclarations n'ont pas en réalité beaucoup d'importance. La réalité à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que l'Ukraine est en train de reculer, et que finalement, l'opération militaire spéciale qu'il a lancée il y a 2 ans, alors certes avec beaucoup de difficultés, mais elle est en train petit à petit d'atteindre ses objectifs. L'Ukraine est à bout de souffle, Hugues, plus que jamais. Elle est en mauvaise posture, on l'a déjà souligné, elle manque cruellement d'armement, elle manque d'hommes aussi, et il y a un problème de mobilisation, c'est aigu dans le pays. Moi, quand je m'y suis rendu, l'une des premières choses, la première fois en tout cas, l'une des choses qui m'a frappé, c'était la moyenne d'âge des soldats ukrainiens qui étaient sur le front. À l'époque, c'était encore Bakhmout qui retenait l'attention, et ces hommes, ils avaient 40, 45, 50 ans, et aujourd'hui, ce sont toujours ces mêmes hommes qui sont sur le front. Il y a très peu de relève, d'ailleurs les soldats s'en plaignent, et le grand élan patriotique du 24 février 2022 et des jours qui ont suivi, il s'est éteint, parce que ce que voit aussi la population et les jeunes qui seraient donc en âge d'être mobilisés, ce sont des combattants qui reviennent avec une jambe en moins, avec des blessures terribles, avec des traumatismes psychologiques dont ils ne se remettront jamais. Et c'est sûr que ces jeunes-là, ils réfléchissent, et l'histoire de la mobilisation, elle a du mal à passer. Le Parlement l'a retoqué, je crois, à une reprise. Ça a été l'objet aussi de tensions donc entre le président Volodymyr Zelensky et l'ancien chef de l'armée, le général Zaloujny, Zaloujny qui souhaitait mobiliser 500 000 hommes, mais politiquement, c'est une décision qui est difficile, très difficile à endosser. Et là-dessus, Zelensky, semble-t-il, d'après ce qu'on le sait, a un peu reculé, ou en tout cas temporisé, parce qu'il sait que c'est une pilule qui est très difficile à avaler. Et il en sera évidemment question, on le voyait là à l'image, durant cette conférence de presse qui aura lieu dans un gros quart d'heure maintenant. On le voit, les journalistes qui sont déjà assis, énormément de journalistes sur place, 180 je crois, nous disait Majid tout à l'heure. On imagine que l'un des autres sujets qui sera abordé, c'est aussi évidemment, on le disait, la mort d'Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine. D'ailleurs, sa femme, Yulia, a réagi au décès de son mari. Je vous propose de l'écouter. Je ne sais pas si nous devons croire les terribles nouvelles que nous recevons uniquement des médias d'État, car vous savez depuis de nombreuses années que nous ne pouvons pas croire Poutine et son gouvernement. Mais si c'est la vérité, je voudrais que Poutine et tous ceux qui l'entourent, tout son gouvernement, sachent qu'ils porteront la responsabilité de ce qu'ils ont fait à notre pays, à ma famille et à mon mari. Ils seront traduits en justice et ce jour viendra bientôt.
Voilà pour cette déclaration de la femme d'Alexeï Navalny qui dit que Poutine doit être puni. Guillaume Lagan, peut-on imputer le décès d'Alexeï Navalny à Vladimir Poutine? C'est une question que l'on se pose en tout cas. Et ça, c'est ce que les archives russes un jour diront avec certitude. Mais à partir du moment où il était dans une colonie pénitentiaire quand même et qu'il semblait vivant hier et qu'il est mort aujourd'hui... il y a quand même un petit lien direct, je pense, avec le pouvoir politique poutinien. Ce qui est intéressant, c'est de voir sa femme, Mme Navalny, faire cette déclaration à la conférence de sécurité de Munich, qui s'ouvre ce soir. Vous savez que la conférence de sécurité de Munich, elle est importante pour Vladimir Poutine, parce que c'est là qu'en 2007, il avait fait un grand discours dans lequel il expliquait que tous les problèmes venaient de l'Occident et que c'était l'Amérique qui était un facteur de guerre dans le monde. Donc il y a peut-être aussi un pied de nez à cette conférence, qui est une conférence où tous les dirigeants occidentaux se réunissent en Europe pour discuter des questions de sécurité. Finalement, c'est aussi une manière pour lui, si la mort de Navalny est bien une certitude, c'est le fait que ça soit annoncé aujourd'hui, si vous voulez, moi je vois ça aussi comme une forme de pied de nez de Poutine et plus largement de son entourage vis-à-vis de l'Occident. On en revient finalement à cette conception qu'il a extrêmement réaliste des relations internationales, et qui contraste quand même un peu avec l'aspect déclaratoire qui est quand même beaucoup le nôtre aujourd'hui. Effectivement, et puis il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser, Hugues, c'est que les élections pour la présidentielle russe, c'est dans un peu plus d'un mois, le 15 mars, je crois. 15 mars, donc, même un mois. Dans un mois, pile poil. Et est-ce qu'il faut voir un lien quand même? C'est très rapproché avec le décès du premier opposant à Vladimir Poutine. Ça interroge en tout cas. Oui, ça interroge. Alors, j'ai pas de réponse. Déjà, il faudrait savoir s'il est mort d'une mort naturelle ou si pour l'instant, on n'en sait rien. Abrégé d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, on n'en saura jamais rien parce qu'il n'y aura jamais d'enquête impartiale pour établir les faits. Mais alors, oui, c'est vrai que ça peut envoyer un message d'intimidation à ceux qui, effectivement, contestent d'une certaine manière. Mais bon, la contestation, elle n'est plus vraiment publique. Mais ça peut être un message d'intimidation en direction des Russes qui se disent que cette guerre en Ukraine ne mène à rien, que le peuple est un petit peu abandonné à lui-même, à son sort. Voilà, j'en sais rien, mais bon... effectivement, ça peut être un message. Moi, je trouve que c'est quand même assez brutal comme message, parce que si on compare avec les précédentes morts dans l'entourage du président russe, je pense en particulier à M. Prigojine, fondateur de Wagner. Prigojine, il avait vécu par l'épée, donc d'une certaine manière, sa mort violente, si vous voulez, était un peu dans la logique de son style professionnel. Là, avec Navalny, ce qui est frappant, c'est que c'est quelqu'un qui avait manifesté, qui avait utilisé l'ironie, qui avait utilisé les critiques, mais il n'était pas quand même rentré sur le terrain militaire. Donc le fait qu'on utilise la force contre lui, il y a eu d'ailleurs quand même des précédents. Rappelons-nous, il avait quand même été déjà empoisonné. C'était une forme de menace qu'on quand même empêché à l'élection présidentielle aussi. Voilà. Donc là, je trouve qu'il y a peut-être quand même du côté poutinien, il y a quand même une forme de radicalisation de son. Et juste pour rebondir sur la question que vous avez posée. Vous savez, le régime poutinien, il fonctionnait beaucoup, comme les régimes autoritaires, sur la démobilisation de la population. C'est-à-dire, vous ne vous mêlez pas de politique, vous nous laissez faire la politique et on vous laissera tranquille. Et là, il y a peut-être une forme de radicalisation avec la guerre en Ukraine, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans l'idée, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous, et il n'y a plus d'intermédiaire possible. Donc peut-être que c'est un message aussi vis-à-vis des Russes. Effectivement, et on le disait, Alexeï Navalny était l'opposant numéro 1 du Kremlin. Sa mort, je le disais aussi, à un mois de l'élection présidentielle russe interroge. Poutine fait-il la chasse à ses opposants? C'est ce que l'on va voir avec Florent Boutet. En revenant de lui-même en Russie, après avoir survécu à une tentative d'empoisonnement, Alexandre Navalny savait qu'il risquait sa vie. Maintenant qu'il est décédé, il a rejoint la liste des nombreux opposants à Poutine morts brutalement. Cet autre dissident, actuellement jugé pour ses prises de position contre la guerre en Ukraine, est bouleversé. C'est une tragédie pour nous tous et pas seulement pour sa famille. Il s'agit d'un crime du régime, c'est évident. Quelles que soient les circonstances de la mort d'Alexeï Navalny, le régime l'a délibérément tué. C'est un crime d'État, mais comme le crime d'État, le meurtre d'Anna Politkovskaya le 7 octobre 1986, comme la mort également d'Anastasia Baburova, de Stanislas Markelov, et sous les fenêtres du Kremlin, on s'en souvient de Boris Nemtsov, le 27 février 2015. C'est un régime qui a marqué le monde du sang. Une traque des opposants, y compris à l'étranger, comme l'ancien espion et transfuge Alexandre Litvinenko, empoisonné au polonium en 2006 au Royaume-Uni.
Autant de victimes qui ont marqué les opinions, aussi bien à l'international qu'à l'intérieur des frontières russes. Les élections sont une farce en fait en Russie depuis au moins 2012 et depuis effectivement tous les opposants ont été écartés un à un au niveau national, puis au niveau régional, puis au niveau même municipal. Désormais quasiment plus aucun maire de grande ville n'est élu au suffrage direct universel direct en Russie. Les partis soi-disant d'opposition sont noyautés par le pouvoir et ne sont là que pour, on va dire, faire un petit peu illusion. Et c'est en ça, finalement, que Navalny était dangereux pour le pouvoir. C'est-à-dire que c'était déjà un homme politique, en dehors du système tel que conçu par le Kremlin, et qui avait une audience, finalement, nationale. Le résultat de la prochaine élection présidentielle russe ne souffre d'aucun suspense. Le 17 mars prochain, c'est Vladimir Poutine qui sera reconduit à son poste. On vient de le voir, Guillaume Laganne. On a envie de se demander maintenant qui reste-t-il comme opposant, sachant qu'Alexeï Navalny était l'opposant numéro 1. Est-ce qu'il y en a encore des opposants à Vladimir Poutine ? Oui, il y a certains des candidats dont j'ai parlé tout à l'heure qui ont été écartés peuvent être qualifiés d'opposants, même si certains d'entre eux sont dans une opposition qui est, je dirais, acceptée par le pouvoir parce qu'elle ne va pas trop sur le terrain de la corruption, elle ne menace pas, si vous voulez, vraiment le régime de Poutine. Et puis après, vous avez 3 candidats à l'élection présidentielle qui sont, eux, acceptés, qui représentent l'un l'extrême droite, l'autre le Parti communiste et le dernier une formation un peu centriste. Mais eux sont vraiment des opposants qui se présentent contre Poutine tout en disant qu'il est un excellent dirigeant. Donc c'est vraiment une opposition de façade, hein, si vous voulez. C'est pas une véritable... Bon, on le sait. Encore une fois, ce qui est intéressant dans cette affaire Navalny, c'est que ce que disait Nicolas Tenzer est intéressant. On a chaque fois l'impression qu'on redécouvre un peu l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on le sait que le régime russe est autoritaire, dictatorial, etc. Mais on a toujours cette difficulté en Europe et en Occident à accepter qu'il puisse y avoir un régime méchant, mal intentionné à notre rencontre. On a toujours le petit espoir qu'une forme de stabilité va pouvoir être trouvée. On était en train de me dire, voilà, justement, on avait des images en direct de mobilisation de soutien. Alors, c'est à l'ambassade de Russie à Londres, puisque les mobilisations sont évidemment interdites en Russie. Vladimir Poutine l'a fait savoir, mais pas mal de gens qui se sont réunis pour rendre hommage à Alexeï Navalny, qui, je le disais, est décédé à l'âge de 47 ans dans sa prison en Russie. Énormément de réactions depuis de la part de différents chefs d'État. Toutes des réactions qui accusent de façon unanime le Kremlin. Le Kremlin d'ailleurs qui a réagi et qui dit que la mort de Navalny, Hugues, profite à l'Occident. Oui, et puis je voudrais rajouter aussi cette déclaration du président de la Chambre basse du Parlement, qui s'appelle la Douma. Exactement. Eh bien, ce président a considéré que les États-Unis, les Occidentaux généralement, et les Ukrainiens étaient directement responsables de la mort de Navalny. Donc on le voit, une sorte de vérité alternative qui s'impose petit à petit en Russie. Et c'est effectivement fascinant pour nous. On évoquait d'une certaine manière la logique à laquelle les Occidentaux essaient de se rattacher, à savoir qu'un fait est un fait, qu'une vérité est une vérité. Eh bien, ça n'a plus cours aujourd'hui en Russie. Je le rappelle aussi lors de l'entretien qu'il a accordé donc à ce journaliste américain Tucker Carlson que Vladimir Poutine a considéré que c'était la faute de la Pologne s'il y avait eu la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est très très loin de la réalité. On a le sentiment que jour après jour, mois après mois, en fait, Vladimir Poutine s'enfonce dans un monde parallèle qui n'a plus aucun lien avec la réalité. Et on le disait, Vladimir Poutine qui a interdit toute forme de mobilisation en Russie. Et pourtant, on a quand même des personnes qui se sont mobilisées avec des dépôts de gerbes de fleurs. Ça, ce sont des images en Russie, cette fois, à l'encontre donc des consignes passées par le Kremlin. Que risquent ces gens, Guillaume Laganne ? On voit qu'en tout cas, ils continuent à se mobiliser malgré l'interdiction de manifester. Oui, alors il risque gros, parce que quand on regarde les pratiques judiciaires en Russie depuis en particulier 2 ans à l'encontre de tous ceux qui s'opposent, y compris pacifiquement d'ailleurs à la guerre en Ukraine, ils écopent de lourdes peines. Le fait de déposer par exemple un signe anti-guerre peut vous valoir plusieurs années en prison. Donc effectivement, même si la mobilisation d'une partie de la société russe est réelle, elle est quand même, je pense, largement freinée. Alors d'une part par la répression,
Et puis d'autre part, par le fait aussi qui est un peu inconfortable pour nous, qui est que malgré tout ce qu'on dit sur le régime dictatorial russe, il est probablement soutenu par une partie significative de l'opinion, parce que c'est un pays dans lequel vous n'avez pas d'accès à l'information libre. Tout à l'heure, Hugues mentionnait la réalité alternative qui est permanente en Russie. Hein. Les médias d'État sont en permanence en train de propager des informations qui sont fausses. Et puis, vous avez quand même aussi une partie de la population russe, en particulier tous les gens qui habitent dans des régions un peu plus reculées, dans des personnes âgées, qui sont quand même assez nombreux dans une société où il y a une démographie faible, qui adhèrent en réalité au discours russe, parce que si on reprend les choses sur le temps long, rappelons-nous que c'est une société qui est sortie du communisme en 1990, qui a connu une petite dizaine d'années de libéralisme politique et économique avant de se refermer dans le système poutinien depuis 20 ans. Donc en fait, si vous voulez, les gens qui sont nés dans les années 90 n'ont eu les jeunes n'ont eu pendant plusieurs décennies que l'éducation de type poutinien. Donc il n'est pas non plus facile pour eux de sortir de ces schémas de pensée. Allez-y. Juste d'un mot, ce qui m'avait frappé aussi lorsque j'avais séjourné à Moscou, c'est cet écart grandissant entre générations. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le soulignez fort justement, donc les personnes plus âgées, les parents à 45, 50 ans, effectivement, leur source d'information, c'est la télévision. Or, la télévision, c'est à longueur de temps de la propagande et de la propagande. Or, les jeunes, eux, évidemment, ils sont plus... c'est plus les réseaux ils ont sociaux, l'habitude des réseaux sociaux. Ils peuvent s'équiper et regarder bien les réseaux sociaux qui sont normalement et théoriquement interdits en Russie. Ils en ont la capacité, et plusieurs personnes m'ont raconté que, il y avait régulièrement des discussions qui tournaient à l'aigre dans les familles, parce que les parents n'arrivaient pas à croire ce que pouvaient leur raconter leurs enfants. Et voilà, c'est une vraie division aujourd'hui. Et cette mort tombe le jour, on le disait, de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, que l'on va voir certainement dans quelques secondes, qui est arrivé, voilà, vous le voyez, avec un avion aux couleurs de l'Ukraine. Ça, c'était aux alentours de 18h. Il a été accueilli par le ministre des Armées, puis par Emmanuel Macron, voilà, sur le perron de l'Élysée. C'était aux alentours de 19h, un petit peu avant. Les deux hommes se sont retrouvés, ils doivent échanger ensemble et signer un accord de sécurité bilatéral. Ils se sont mis, on le voit, autour de la table tous les deux. Un accord de sécurité bilatéral, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Guillaume Laganne, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans cet accord. On en a parlé tout à l'heure. On a eu accès, en revanche, à l'accord qui a été signé par les Britanniques en janvier. Ils ont été les premiers... hors Union européenne. Ils sont européens. Oui. Géographiquement, ils sont européens, mais effectivement, juridiquement, ils sont hors Union européenne. Mais ça a été rappelé. De toute façon, là, on n'est pas dans le cadre de l'Union européenne. On est dans le cadre d'engagement, compris les nations du G7 et d'autres, lors du sommet de Vilnius qui a eu lieu en juillet, le sommet de Vilnius, donc en Lituanie, sommet de l'OTAN. On a dit à ce moment-là qu'on ne ferait pas rentrer tout de suite l'Ukraine dans l'OTAN, mais qu'en revanche, on lui accordait des garanties de sécurité par le biais d'accords bilatéraux. Donc voilà, l'accord bilatéral français va être signé. On peut imaginer qu'il y aura dedans un engagement à fournir des équipements à l'Ukraine, un engagement à fournir des formations à l'Ukraine, un engagement en matière de partage de renseignements. En revanche, ce qu'on peut penser qu'il n'y aura pas, parce que ça n'y était pas dans l'accord britannique, c'est une garantie de sécurité type article 5 de l'OTAN, c'est-à-dire si vous êtes attaqué, je suis avec vous. On intervient. Voilà. C'est ça. Et ça, les Ukrainiens avaient été un peu déçus, évidemment, parce que c'est ça qu'ils attendraient. Si vous voulez, à la fin des fins, on voit bien que, je ne veux pas être trop long, mais on n'a pas assez de matériel à leur donner. Ils n'ont pas assez de soldats sur le front. Et donc, en fait, il n'y a pas de 36 solutions. Une des solutions, ça serait de les aider directement dans la guerre en Ukraine. Or, on sait très bien ce que ça veut dire en termes d'escalatoire par rapport à la Russie. Et c'est ce qu'un tel accord, un accord de garantie de sécurité classique, pourrait permettre. Hugues, Guillaume, on l'entendait, disait matériel. C'est véritablement le plus important. Des munitions, il en manque cruellement actuellement sur le terrain. C'est le nerf de la guerre de toute façon, et puis il n'y a pas d'autre moyen pour l'instant de tenir que par l'artillerie. C'est vraiment une guerre d'attrition, c'est comme ça qu'on appelle ça, puisque l'Ukraine ne peut pas disposer d'avions de chasse, par exemple. Donc
Voilà, il n'y a pas des milliards de façons de tenir le front. En revanche, et il faut le souligner, c'est vrai qu'il y a une certaine ingéniosité ukrainienne, une capacité à frapper des objectifs qui sont certes, qui vont pas permettre certes de libérer le territoire ukrainien, mais qui font très mal aux Russes. Je pense en particulier donc aux missiles ou aux drones qui sont lancés ou qui touchent donc des navires russes dans la mer Noire. Alors ça, ce sont des succès qui, comme je le dis, ne permettent pas de libérer immédiatement du territoire, mais qui au contraire sont extrêmement humiliants et montrent qu'on peut effectivement frapper les Russes, mais encore faut-il pouvoir le faire et avoir le droit quelque part de le faire dans la profondeur. Et pour cela, il faut aussi des missiles qui puissent y aller. Et ça, c'est pour l'instant une ligne rouge des Occidentaux, c'est-à-dire ne pas frapper le territoire russe. Je parle de la Crimée, là, qui est un territoire qui a été annexé, donc c'est tout à fait différent. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut frapper dans le territoire russe pour les dépôts pétroliers, etc. C'est déjà le cas, mais c'est avec du matériel, pour le coup, ukrainien. Les Occidentaux ne veulent pas que cette ligne rouge soit franchie.